Entre girls, on peut avoir des discussions qui durent des heures et qui partent dans tous les sens. Et justement, aujourd'hui, je retrouve Phil dans son studio de tatouage parisien pour qu'elle me tatoue un léopard sur la hanche. Alors j'ai décidé d'enregistrer toute la session. Phil, c'est une vraie artiste et on va parler de tout. Le milieu du tatouage, qui initialement était très masculin et qui devient de plus en plus ouvert, comment cet art nous a permis à toutes les deux de reprendre le contrôle sur nos corps après avoir vécu des traumatismes, la découverte de notre bisexualité à chacune, l'endométriose, le fait d'être une femme libre dans cette société, que ce soit psychologiquement, physiquement et sexuellement. Bref, préparez-vous parce que vraiment, on est des énormes pipelettes. En colère, en colère, en colère, en colère. Alors, ma Philippine, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Philippine, ou Phil, aussi connue sous le nom de Feeling Myself sur les réseaux sociaux. Et je suis artiste tatoueuse, scénariste. Je me suis dit en pensant là, à ce moment où tu allais me tatouer, le milieu du tatouage, moi je trouve que c'est initialement quand même masculin, tu vois, avec l'image d'un mec tatoué mâle alpha. C'est un peu un style, quelque chose de fort, badass, etc. Ça a longtemps été un peu un boys club. Aujourd'hui, tu penses que c'est comment ? J'ai la sensation que ça a évolué aussi. Après, moi, je suis dans le monde du tatou que depuis 2 ans. Donc, j'ai pas non plus tous les insights à proprement parler. Mais j'ai été formée par une femme. J'ai travaillé dans beaucoup de studios gérés par des femmes. Et dans l'univers un peu du fine line qui est souvent identifié... qu'on identifie souvent à des artistes féminines. Et je t'avoue que moi, j'ai jamais eu de problème... quant au sexisme dans le milieu, comme certaines artistes qui ont un peu plus d'expérience ont pu avoir. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des artistes qui m'inspiraient beaucoup, des artistes masculins qui m'inspiraient beaucoup, et d'apprendre qu'ils avaient des énormes casseroles. Ouais, donc never meet your idols, hein, comme on dit. Et du coup, tu continues à travailler avec eux ou... Justement, je pense que pendant longtemps, j'ai eu peur en fait d'être... décrédibiliser si j'ouvrais un peu ma gueule sur ce que j'avais vu, parce que comme je suis un peu pas débutante, mais tu vois, je suis un peu nouvelle dans le milieu, j'avais peur de faire des vagues, et je pense que c'est le cas de beaucoup de meufs dans beaucoup de milieux en fait, qui se disent vaut mieux se taire que de perdre sa place, quoi. Mais ça c'est le cas dans tellement de milieux. Enfin, moi je sais que j'étais dans l'audiovisuel, à la radio et tout avant, et tous les gens dans les boîtes dans lesquelles j'étais, il y a tellement d'histoires de genre harcèlement, de sexisme, de propos hyper, genre vraiment problématiques, et qu'en gros, faut se taire, quoi, parce que sinon tu perds ta place. C'est ça, et j'ai ressenti un peu, après je pense que je me suis mis aussi beaucoup la pression toute seule, par peur, tu vois, en me disant mais si j'ouvre ma tête, j'ouvre ma bouche, si j'ouvre ma tête, si j'ouvre ma bouche, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Les choses ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'artistes féminines. Je ne sais pas si on est à la parité 50-50 aujourd'hui dans ce qu'on peut trouver sur Paris, par exemple, mais je sens qu'il y a eu vraiment une évolution ces dernières années. Moi, c'est vrai que je me suis toujours fait tatouer que par des meufs, à part un mec qui m'a fait un tatouage, et je me suis dit, je veux plus y retourner, parce que l'expérience... Alors, le tatouage est sympa, hein, mais il y avait tellement moins d'accompagnement, je me sentais tellement moins, genre, ok, safe... Sinon, j'avais l'impression de faire chier à chaque fois dès que je veux faire ci ou que je veux faire ça ou que là, ça me va pas. Tu as l'impression que tu fais chier. Et le mec était désagréable. Genre, c'était pas mon premier tatouage. Et il était en mode, ça se voit que t'as jamais fait de tatouage, machin. Et je suis en mode, je sais pas, en fait, à chaque tatouage, c'est important et tout. Et j'ai une tatoueuse qui m'a fait principalement mon bras. Ça fait 3 ans qu'elle est dans le milieu. Elle me dit, maintenant, j'ai du mal à tatouer les mecs. L'expérience est vraiment différente quand tu dois tatouer un mec. Est-ce que toi, t'as eu ça ou pas ? Moi, je le ressens moins, mais je pense que parce que intrinsèquement dans mon univers, je représente quand même une énergie vachement féminine. Mes concepts autour du doudou, de l'endométriose, des girls qui aiment les girls. Je pense que c'est un public relativement soit féminin, soit très ouvert d'esprit quant à, au féminisme, mais aussi à la cause LGBT, les trucs comme ça. Du coup, ça m'est rarement arrivé d'avoir des expériences désagréables avec des clients hommes, ou même avec des clients de manière générale, parce que j'ai l'impression que les gens savent plus ou moins ce qu'ils viennent chercher quand ils me contactent, vu que je m'expose aussi pas mal sur les réseaux. Et du coup, il n'y a pas trop de moments cringe où on peut se dire ah ouais, on n'a pas du tout la même vibe et ça va pas matcher, quoi. Et ben justement, t'as décidé de commencer à tatouer surtout des doudous, parce qu'il y a une grande part, je pense, émotionnelle, de l'ordre du souvenir. Et est-ce que le fait de choisir des tatouages qui peuvent être considérés comme mignons, réconfortants,
dans un milieu qui a souvent valorisé aussi le sombre, le badass un peu. C'est une forme de révolution féministe, genre de prise de parole en mode moi, je préfère ce genre de valeurs. Alors, je sais pas si ça vient vraiment d'un sentiment d'envie de faire bouger les choses ou si ça vient plus de qui je suis foncièrement et de vouloir respecter un peu mon univers, la façon dont je crée, le fait de mettre aussi vraiment les relations humaines au centre. Il y a eu, au mois de février, j'ai partagé un challenge de douceur pour qu'ensemble, enfin, as a group, on apprenne à se parler un peu plus gentiment, qu'on soit un peu plus cool avec soi-même, etc. Et c'était statistiquement, en termes de stats sur les réseaux sociaux, je te mens pas, ça m'a pourri mon Ah ouais, pourquoi ? parce que ça fonctionnait pas très bien. Mais en fait, j'ai 3-4 personnes qui m'ont écrit des pavés en me disant « Girl, grâce à ce que tu postes, ça va beaucoup mieux, je sors d'une période de dépression, ça me fait grave du bien. » Et je me suis dit « Mais pour ces 4 personnes, mais je continue en fait. » Parce que... Non mais et puis même là, genre t'as quand même un univers qui est hyper féminin. C'est ouf d'avoir réussi à recentrer ton univers sur des par exemple l'endométriose. Il y a tellement, on n'entendait pas parler avant, etc. Je pense que je me suis dit, je vais présenter qui je suis et si ça plaît pas, tant pis. Surtout au début, dans mes débuts du tatou, j'ai longtemps voulu correspondre à un peu un idéal que je m'étais fait des artistes tatoueurs qui m'ont inspiré. Et, C'était quoi l'idéal qui t'inspirait ? c'était un peu la meuf un peu fashion, un peu badass, tu sais, qui a vraiment la vie que tout le monde envie. Un peu la Instagirl, tu vois, mais qui fait des tatous trop stylés. Je pense que c'est aussi comme ça que j'ai été formée. Et du coup, je me suis dit, c'est ça, en fait, le best pour que ça fonctionne. Et je me suis rendu compte progressivement que plus j'étais moi et plus les gens ils matchaient avec mes idées, mon univers, et du coup que c'était fluide et que je recevais autant d'amour que je voulais en donner, quoi. Donc ça a été un vrai point de me dire mais en fait les gens ils viennent pas te voir parce que t'es la meilleure tattoo artiste de Paris, ils viennent te voir parce qu'ils sentent qu'ils vont vibrer avec toi. Et moi je sais que c'est pour ça que je retourne toujours vers la tatoueuse qui m'avait fait mon bras. Mon bras il est pas rempli mais elle a commencé mes tatouages, etc. Et je suis en mode l'expérience elle est tellement cocooning, trop sympa, etc. que je trouve que ça fait vraiment partie du truc. Et puis il y a beaucoup de tatouages qui ont une signification, qui ont un truc, on veut se réparer par le dessin, retrouver notre corps, etc. Donc l'expérience c'est aussi un truc hyper humain, personnel. Est-ce que t'as des gens qui te racontent genre leur parcours de vie et t'as plus du tout le rôle juste d'une tatoueuse ? Ah ouais vraiment, et il y a des personnes, des clientes avec qui je connecte tellement que ça devient des copines. Je peux aller boire des verres avec elles après parce qu'on c'est pas que tu viens, je te tatoue et bonne journée, au revoir. C'est vraiment un moment, tu l'as dit toi-même, mais un moment humain où on partage des expériences de vie. Moi je suis une pipelette en plus, donc je raconte ma vie tout le temps. T'avais des croix pour bavardage quand t'étais à l'école ? Grave, on mettait au fond de la classe, tu sais, genre t'arrêtes de parler, tu parleras au poster du fond. Moi aussi j'avais toujours des croix pour bavardage. Ah, ça douille ! Oui, parce que si vous aviez pas compris, je suis en train de me faire tatouer en même temps qu'on enregistre tout ça. Ah putain, ça race. T'as l'air d'être tellement gentille tout le temps, je sais pas si t'as de la colère en toi parfois. C'est un souci, c'est que c'est une émotion que je sais pas habiter, la colère. Je sais pas faire. Parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait une dévalorisation un peu du tatouage dit de meuf. Genre le fine line hyper féminin, etc. Ouais, c'est pas vraiment un tatouage, tu t'es fait une fleur, machin. C'est un jugement, je trouve, par des tatoueurs traditionnels ou alors par des personnes qui se sont tatouées, des mecs, etc. Un gros snobisme un peu de genre. T'en penses quoi ? Moi j'ai beaucoup de chance parce que je pense que je m'expose pas mal sur les réseaux et j'ai une communauté vraiment hyper bienveillante. J'ai quasiment jamais reçu de haine sur les réseaux, mais il y a eu un moment où j'en ai reçu et c'était quelqu'un qui m'avait écrit ça se dit tatoueuse mais ça n'a aucun tatouage, un truc comme ça. Et du coup, sur le ton de l'humour, je m'étais dit je vais faire un tatou tour parce qu'en vrai j'en ai 56 des tatouages, donc tu sais je commence à en avoir un petit peu, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'il y en a pas, quoi. Et la personne était revenue commenter en disant mais c'est pas des tatouages, c'est des points, vous de toute façon les meufs, vous faites des trucs et vous y allez pas jusqu'au bout, si tu veux dire que t'es tatoueuse, fais-toi tout le bras, je sais pas. Et j'étais en mode mais c'est lunaire. Et donc j'y avais même pas répondu, tu sais, c'était le truc en mode y a rien à dire là en fait,
bon. Oui, non, mais parfois ils sortent tellement de conneries que tu décides de t'arrêter. Moi, ça me rend cocotte parce que je me dis, même les trucs qui nous font plaisir, qui nous permettent de, par exemple, souvent il y a beaucoup de tatouages qui sont faits par rapport à des traumas. Tu vois, moi, il y a des trucs qui ont été faits par rapport à des blessures, etc. Essayer de retrouver ton corps. Et je me dis, même ça, on trouve un moyen de le juger. C'est un truc de ouf. Et j'ai pu aussi assister à des tatoueurs, soit de par mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'ils m'ont tatoué moi, soit que des clientes m'ont raconté, où les tatoueurs en fait jugeaient grave ce que la meuf voulait se faire, en mode non mais c'est pas comme ça qu'on est censé représenter tel trauma. Bah excuse-moi, mais... Comment ça, il y a... Il y a une manière de faire précise pour représenter un trauma. C'est bizarre, c'est chacun fait ce qu'il veut en fait. Et puis il y a la signification qu'on peut porter parce que, je sais pas, demain je dis que en fait ma mère dans sa poche pendant toute ma vie elle a toujours eu un Rubik's Cube et du coup pour lui faire hommage j'ai envie de me faire tatouer un Rubik's Cube, bah j'ai le droit quoi. Donc à la fois je trouve qu'il y a ça pour un peu un snobisme pour les tatouages hyper féminins. Et moi j'ai remarqué avec justement ma tatoueuse qui est devenue une pote, qui elle a des tatouages trad et tout, donc des gros tatouages. Oh putain, je suis en train de douiller, attends. Des gros tatouages trad, etc. Et on a plein partout. Et en fait, c'est devenu un truc où on va vraiment la sexualiser. Et j'ai vu ça sur d'autres créatrices de contenu que je suis sur les réseaux. Il y en a une que je vois sur TikTok, etc. Et en fait, elle se fait, mais genre, vraiment, il y a un truc un peu de l'ordre du fétichisme. De genre, oh, t'es tatouée, le but, c'est de baiser une femme tatouée, quoi. Et je trouve ça dingue. Est-ce que tu as déjà vu ça ou entendu parler de ça ou... Franchement, je le répète parce que je me trouve extrêmement chanceuse de ne pas avoir trop de gros lourdos ou de gens complètement débilos qui viennent donner leur opinion dont on sent complètement quart le cul, tu vois. Elle vient, la colère, elle vient. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que, justement, tu vois, on parlait du fait d'habiter la colère. Je suis pas sûre de savoir comment je gérerais si ça venait à arriver. Après, tu peux être énervé. Regarde, moi, ça m'énerve alors que c'est pas quelque chose que... Enfin, je crois pas que c'est quelque chose que je vis d'être sexualisée par rapport à mes tatouages. Ils sont cachés, tu vois. Moi, je trouve que... J'en ai parlé avec un mec récemment, paix à mon âme. Et justement, je dis que la colère, ça pouvait grave être un fuel. Enfin, de l'énergie pour réussir à créer ce que tu veux, tu vois. Genre, tu vois, toi, par exemple, avec l'endométriose, t'as jamais vécu des trucs où on te fait comprendre que tu devrais un peu fermer ta gueule parce que la douleur des règles, elle est pas si grave ? Si, de fou. Sans name drop, j'avais travaillé pour quelqu'un de très connu dans le milieu du cinéma. Et j'avais eu une crise d'endo, mais tellement terrible. En fait, pour rentrer un peu dans les détails dégueux, mon stérilet s'était infecté. Donc j'avais fait une hémorragie de malade, et à tel point que j'avais tampon, serviette, et je tachais quand même la chaise sur laquelle j'étais assise. C'était vraiment terrible et j'avais demandé de l'aide et on m'avait dit « Oh là là, mais de toute façon, vous les meufs, avec vos règles, vous êtes toujours à je sais pas quoi. » Alors qu'en fait, j'avais dû être hospitalisée et on m'avait dit, après, quand j'ai dit « Bon, je pourrais pas venir au bureau, je suis à l'hôpital », on m'avait dit « Du coup, faut que tu viennes récupérer ton ordi. » Mais c'est quand même fou. Tu sais que moi, là, j'ai alors, je vis pas d'endométriose ni rien, mais j'ai vu une vidéo de une meuf et un gars à l'Assemblée nationale. Et en gros, c'est la meuf qui dit, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle dit qu'il y a une vraie précarité autour des règles. Parce que parfois, tu peux pas trouver des tampons, enfin tout ça, ça coûte de l'argent, etc. Parfois, t'as pas la thune. Si tu dois prendre la pilule, parfois, t'as pas non plus les moyens de faire certaines choses, etc. Et le mec lui dit, est-ce qu'il y a une précarité pour le rasage des hommes, genre ? Je suis en mode, mais quel rapport ? Et en gros, il est en train de dire, est-ce qu'en gros, on devrait rembourser avec la sécu les lames de rasoir ou un truc du genre ? Je suis en mode, mais... Et la meuf, elle lui dit, mais en fait, rien à voir parce que... Enfin, déjà, rien à voir, tu souffres. De un, tu souffres ou pas ? De deux, et c'est ça, je kiffe trop ce qu'elle dit. Elle dit, c'est un sujet qui nous concerne tous parce que moi, demain, j'ai mes règles et j'ai pas les moyens de m'acheter des tampons ou des serviettes. Je vais tacher mes vêtements, je vais tacher la chaise sur laquelle je m'assois, on va me demander de tout laver, je vais vous mettre tous mal à l'aise. Donc en fait, ça implique tout le monde, tu vois. Et le mec, il dit ça avec un sourire d'enculé. Et je suis en mode, mais... Et je sais pas si t'as déjà vu aussi des vidéos avec des mecs qui testent des machines qui font genre les douleurs de règles. Mais c'est... Ma passion, ces vidéos, c'est ma passion. C'est génial, genre. Parce que
Moi, j'avais entendu un truc qui disait le papier toilette n'est gratuit dans les espaces publics que parce que c'est un problème masculin et féminin. Ce serait un problème complètement féminin, on devrait payer notre papier toilette. Je sais pas, on intériorise tellement le patriarcat. Il y avait un sketch de Roman Frécinet que j'aimais trop, où il disait qu'il fallait poser un impôt sur la tocha pour rembourser toutes les protections hygiéniques. Et il disait, quand j'ai mal à la gorge, je vais à la pharmacie, je prends un sirop pour la gorge, je suis remboursée. Mais mon mal de gorge n'a jamais donné la vie à qui que ce soit. Les menstruations sont là pour... Tu vois, Et de voir un mec en parler avec humour, etc., je me disais, putain, mais j'espère tellement que ça va ouvrir des consciences. Et en fait, tu te rends compte que c'était peut-être il y a 6 ans, ce sketch, tu vois. Et tu te rends compte que ça évolue vraiment doucement, quoi. Je trouve que ça évolue et qu'en même temps, avec ça, il y a aussi les cons qui évoluent. Genre, tu sais, un extrême en emmène un autre et nous, on commence à de plus en plus dire, il se passe ça. Et non. Je suis en train de douiller. Mais j'avais vu aussi un mec pareil qui disait aussi si l'avortement c'était un problème d'homme. Et on pourrait le faire à la station. Mais on pourrait le faire, mais partout, gratuit. Il y aurait une baguette de pain et un avortement, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Non mais c'est vrai. Enfin bref, ça me rend cocotte. Ah oui, mais j'avais mis une question, c'est qu'est-ce qui te rend le plus en colère aujourd'hui? Rien. J'adore parce que là, moi, je me fais tatouer. Alors, c'est quoi, une panthère? Un léopard. Un léopard. Une léoparde. Moi, l'envie derrière ça, c'était d'avoir un truc genre la force féminine. Alors, j'ai un serpent qui est aussi censé représenter ça, mais ça, je l'avais fait après. J'en ai parlé, que j'avais vécu un V, etc. Et du coup, je voulais un truc de genre qui fait peur un peu. Alors, il fait pas peur, mais je voulais un truc badass, tu vois, en mode venimeux. Ouais, je voulais un truc venimeux. Et là, j'étais en mode, genre, j'ai vu récemment une vidéo, un montage, bref, sur TikTok. Et c'était genre womanhood, 2 points. Et en gros, il y avait juste des leopards et des tigres qui, genre, faisaient. Et j'étais en mode, ouais, en fait. Et that's me. And that's who we are. And that's what you are. Tu vois? Je relate vachement à ce que tu dis parce que j'ai aussi été V quand j'étais petite et du coup c'est par mes tatous j'ai cherché vraiment à me réapproprier mon corps que j'ai détesté pendant longtemps. J'ai eu aussi des expériences dans le mannequinat qui m'ont traumatisé adolescence, qui m'ont provoqué des TCA, des trucs comme ça. Et via le tatou je me suis vraiment dit en fait mon corps c'est mon temple, c'est mon truc. Et comme les enfants, tu vois, quand ils arrivent à accomplir quelque chose et tout, on leur donne une petite gommette en mode t'as gagné, tiens, regarde, t'as une image. Et je sais pas, moi, c'est un peu marqué mon histoire. C'est un peu. J'ai aussi un léopard dans le dos, je te montrerai après, qui a été fait par un de mes super potes tatoueurs que j'adore. Et moi aussi, c'est vraiment. C'est un peu mon animal totem de par ça. Je sais pas, c'est aussi majestique que ça peut être dangereux et quand tu regardes, vraiment moi je suis fan des léopards, je regarde des documentaires spéciaux léopards et tout, je suis une ouf. Et c'est aussi un animal qui est hyper polyvalent parce qu'il peut être aussi bien chasseur sur la terre que grimper dans les arbres. Ça c'est vrai que c'est dingue à voir, genre il saute d'un coup. De ouf. Ça montre bien aussi le côté résilient de se dire je peux m'adapter à mon environnement et même si on me voit comme un bel animal, on va dire, il y a beaucoup plus de profondeur que ça, quoi. Et c'est quoi ton tatouage que t'as préféré? Ça, c'est compliqué. J'ai un buste de femme. J'ai énormément de meufs sur le corps, en fait, quand j'y pense. I mean, slay. J'ai un buste de femme, statue un peu grecque, tu vois, d'une statue que j'avais prise en Italie. Et je trouvais la meuf trop, je sais pas, puissante, belle. Et il y avait écrit Unknown par Artist Unknown. Et j'étais en mode, j'adore. J'ai fait récemment l'écriture de ma mère avec les mots joie et amour. Ça, je sais qu'il y a une grosse signification aussi. C'était genre, à chaque fois, ça fait un peu globe-trotteuse. J'étais en Argentine. J'étais en Argentine pour ma césure, etc. Et c'est fini ? Ah non, ok. Pour ma césure. Et je tombe en fade dépression et tout, tu vois. En fait, après ça, j'en parlais, j'ai conscientisé plus tard. Donc je venais de quitter mon mec. J'avais compris que j'étais bi et que j'aimais les meufs. Et ça a été un peu un choc de genre... what ? Sachant que je viens d'un milieu hyper tradi et tout. Parce que je venais d'un milieu catho tradi où il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est vendredi, donc vous écouterez ça plus tard. Mais l'épisode de la semaine dernière pour vous, c'est un épisode sur la Pride. Et l'histoire et tout, etc. des LGBT, et pourquoi c'est autant criminalisé, etc. Et bref, au tout début, je raconte que moi, genre, je pensais même pas aux meufs, parce que pour moi, c'était même pas une possibilité.
Je relate complètement et pour autant mon idole depuis que j'ai 10 ans c'est Lady Gaga et que je forçais tous mes ex-boyfriends à venir avec moi au Pride. Et pour autant, seconde, je ne faisais pas les maths. Les maths ne mataient pas dans ma tête à ce moment-là. Moi, vraiment, Enfin, après, ce que je dis dans le podcast, c'est je me dis, à partir de la seconde, je sais que j'avais conscientisé, why not, un jour coucher avec une meuf et tout, voilà. Mais que je m'étais pas dit que ça... Enfin, c'était une idée, ouais, voilà, que ça pouvait être plus sérieux, etc. Donc bref, fast forward, je me retrouve en Argentine, je quitte mon mec. Là, je suis vraiment en mode, ok, j'aime vraiment les meufs, etc. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais quitté mon mec de l'époque, parmi d'autres raisons. Et c'était quelques mois après que j'avais été V. Et du coup, énorme dépression. Et à ce moment-là, ma mère me disait beaucoup de choses déjà dans le passé, etc. Mais elle me répète à chaque fois, fais les choses petit à petit, one step at a time. Et chaque message, c'était fais petit à petit, genre tu vois pas après demain, tu vois. Et si même demain c'est trop loin, tu vois pas après l'heure d'après. Et du coup, je lui avais dit, Moms, vas-y, écris sur un papier petit à petit. Je suis allée me le faire tatouer. Et voilà. Donc bref, l'écriture de ma maman, toi aussi t'as l'écriture de ta maman, joie et amour. J'ai aussi fait... j'aime beaucoup, on en parlait tout à l'heure, mais tout ce qui est symbolique dans les tatous. Et moi, j'ai eu un énorme travail à faire sur le fait de me pardonner. On reparle du V encore, mais... Ah ben... C'est dingue de devoir se pardonner, mais je comprends. J'avais 8 ans quand ça s'est passé et je pense que j'ai eu besoin de dire pardon aussi à la petite fille que j'étais à ce moment-là parce que... De par le V que j'ai vécu après une sexualité qui n'était pas très saine, à me mettre en danger, à en fait dire oui pour pas prendre le risque qu'on puisse m'abuser, parce que si j'avais dit oui, on peut pas m'agresser, tu vois. Mais c'est dingue que tu... Alors c'est ce que j'ai raconté à ma psy la semaine dernière, que moi en gros, je me suis dit ça au moment où ça m'est arrivé, je me dis t'as le choix, soit tu dis non et ce sera un V, soit tu dis oui et du coup ça ne sera pas un V. Et du coup, à ce moment-là, je me force. Et c'est dingue le fait de se dire, tiens, si tu dis oui, ça en est pas, mais en fait, si t'es pas consentante, ça en est un quand même, tu vois. Et du coup, je me suis mise même toute seule dans des situations hyper... presque des agressions, à les tolérer en fait, parce que, enfin je dis presque, mais des agressions, et à les tolérer et à rien dire, et limite à y retourner après, parce que je me disais, mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai l'impression que la sexualité, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc je trouve ça cool qu'on parle vachement plus du consentement, mais il faut en parler jeune aussi, parce que parfois t'es ado et tu te dis juste oui visiblement c'est comme ça que ça se passe, donc je conscientise ça et je reproduis des schémas et en fait je m'enferme dans un truc qui me détruit intérieurement, quoi. Non mais et puis même ado, mais là même toi quand t'avais 8 ans, tu vois, genre le consentement c'est même dès l'enfance, dans tous les sens du terme, tu vois. Genre moi je répète tout le temps le seul exemple que j'ai, c'est celui de ma sœur et de sa fille qui elle apprend à sa fille qui a 2 ans là. Chaque petit truc, genre, si t'as pas envie qu'on te fasse un câlin, tu dis non. Et elle a plein de livres et du coup, elle est hyper au clair avec personne me touche si j'ai pas envie, tu vois, alors qu'elle a 2 ans. Et la vérité, c'est qu'il y a énormément d'agressions et d'abus qui sont déjà sur les enfants. Donc en fait, le consentement, c'est très tôt hyper important. Et du coup, t'avais besoin de te pardonner, et du coup, t'as fait un tatouage là-dessus ? J'ai fait un tatouage là-dessus. J'ai retrouvé une photo de moi petite où j'ai un déguisement de fée. Et je me suis dit, un de mes anges gardiens, c'est la moi petite. Et je pense qu'un des trucs que j'aime bien me dire en ce moment, c'est qu'il y a 2 personnes dans la vie que tu dois rendre fière. C'est la toi de 8 ans et la toi de 80 ans. Et si ces 2 personnes sont fières de toi, c'est que tu es au bon endroit, c'est que tu fais les bonnes choses, c'est que tu dois faire cette expérience, etc. Et du coup, de faire un tatouage en rapport avec la mini-moi, qui a beaucoup souffert, je pense, et qu'on n'a pas écouté et que j'ai pas longtemps écouté. Pendant très longtemps, je voulais... C'était tellement dur de regarder ce qui s'était passé en vrai que je préférais faire genre ça s'était rien passé, tu vois. Et du coup, de me faire tatouer cette mini-moi, ça peut paraître très présomptueux de se tatouer soi-même étant enfant, mais pour moi, c'est plus un symbole de se dire souviens-toi que c'est de elle dont tu dois prendre soin et que même si t'as grandi, elle est toujours là, cette mini-filou qui est petite, qui est vulnérable et qui a besoin qu'on la protège, quoi. Du coup, tu t'es tatoué la photo avec toi dedans et... Je l'ai sur l'épaule et je l'ai fait sur l'épaule pour faire un peu comme un petit ange gardien qui est assis sur mon épaule, tu sais. C'est incroyable parce que moi, je me suis dit que, justement, quand j'étais toujours en Argentine, je me suis dit, il faut que je prenne soin de mon moi petite. Et du coup, je me suis fait tatouer près de l'épaule et sur le bras.
Ma main de moi et ma petite. on est jumelles. C'est d'ailleurs pour ça que mon concept de tatou doudou est aussi important pour moi. C'est que pour moi, se faire tatouer son doudou d'enfance, c'est un peu se faire un gros câlin à son soi petit et se dire, écoute, tout va bien se passer, je suis là pour toi. Et même si quand toi, t'étais enfant, les adultes n'étaient pas là de la façon dont t'avais besoin, bah maintenant que moi, je suis adulte, je vais prendre soin de toi comme j'avais besoin que... J'avoue que je vais peut-être après me faire mon tatouage de mon petit doudou lapin que j'ai encore. Tu l'as encore ton doudou ou pas ? Alors non seulement je l'ai encore, mais j'ai cru l'avoir perdu pendant des années. Du coup, je l'ai chiné, j'ai vraiment regardé des sites internet de malades pour le retrouver. Je l'ai retrouvé neuf et en fait, dans mon déménagement, je l'ai retrouvé. Derrière un meuble, je ne sais absolument pas comment il a fini là-bas. Et du coup, j'en ai 2 maintenant. Eh ben, moi aussi. alors j'ai le vieux et un nouveau, mais le problème c'est que alors moi j'ai un lapin, et dedans c'est un lapin Ikea visiblement, rouge et bleu, et en fait à l'intérieur de la tête du lapin, il a une tête ronde, c'est une boîte à musique et du coup tu tires et c'est censé faire de la musique. Sauf que moi très tôt quand j'étais petite, ma mère elle le foutait à laver et du coup ça a cassé la boîte à musique pour son plus grand bonheur et pas pour le mien. Et du coup, j'étais extrêmement triste, sauf que je devais avoir, 4 ans. Et depuis, je suis habituée à voir ce lapin qui n'a pas de musique et qui en plus est hyper distendu et tout, parce que le truc qui tire ne marche plus, etc. Et d'ailleurs, je lui ai jamais donné de nom. Pour moi, c'est juste Doudou. Toi, t'as un nom ? Bah, le mien, c'est Toudou, donc tu sais, je suis pas allée chercher très loin. Doudou. Why not? Moi, à un moment, j'avais essayé de lui donner un nom, genre Titi. En fait, c'était pourri. C'est mon doudou, quoi, point. Et du coup, moi, j'adore mon doudou actuel, le vieux. Parce que je suis habituée à l'avoir et il est vieux et il sent l'odeur que j'ai envie qu'il ait. Et sauf que mon daron a retrouvé la version d'origine de ce doudou-là, qui est chez moi. Sauf que je ne peux pas, je le supporte pas. Parce que c'est pas l'original et parce que maintenant il marche, il est tout propre et fluffy. Et je suis en mode, moi je suis habituée à mon doudou complètement pourri. Genre, limite pour l'utiliser, faudrait que je le mette dans une machine à laver, que je le frappe, que je le roule dans la terre et qu'ensuite... On discute, quoi. Ouais, vraiment. Et que après, parce que chaque doudou a aussi une odeur. Enfin, moi, après, je sais pas, il y a aussi ma sœur, elle, c'est pas vraiment l'odeur, c'est la façon dont elle le touche. Genre, comment ça rentre par rapport au doigt ou sous l'ongle, etc. Pour qui c'est les étiquettes, il y en a pour qui c'est les oreilles. Moi, je sais que je lui bouffais les oreilles, mais le pauvre. Moi, j'avais l'étiquette aussi qui me faisait kiffer. Et quand je fais des tatous doudous, je pose toujours la question, elle est importante l'étiquette pour toi? Et t'as soit le ah non, tu peux pas la faire. Et il y en a qui disent mais oui, c'est le truc le plus important. Ah ouais, non mais de ouf. Ah ouais, ça me fait mal. Mais après ça va, j'ai le serpent là qui est à côté. Bon, il avait duré genre 3-4 heures. Ouais. Et à la fin, ma tatoueuse elle m'a dit ta jambe elle fait une manif genre parce qu'en gros l'encre elle rentrait plus. Je saignais et l'encre elle ressortait tout le temps. Et on avait j'avais la jambe qui tremblait et tout. C'est mon premier gros tatouage et tout, du coup j'étais pas habituée. Et enfin bref. Et t'as ton tatou doudou du coup? Tu l'as tatoué ou pas ton doudou? Celui de mon petit frère, juste là. Et en fait c'était au début de mon concept et je m'étais pas dit que je pouvais faire les 2 doudous comme une débile. Comme je fais maintenant où je fais des frères et sœurs, des couples, des BFF avec leurs 2 doudous qui se tiennent la main ou qui se prennent dans les bras ou qui font des trucs ensemble, tu vois. Et ouais, on en rigolait la dernière fois avec mon frère parce que j'ai plein de tatous pour mon frère, alors qu'on a vraiment grandi en n'étant pas copains du tout. Mais maintenant vous êtes hyper proches. Maintenant on est BFF. Mais souvent c'est ça, genre moi je sais que... Moi j'ai 3 sœurs et un frère. On est une famille recomposée, etc. Mais je sais que mes sœurs pendant l'adolescence, je pouvais pas me les blairer, genre. C'est trop cool parce que maintenant on part en voyage ensemble, on se fait des trucs de ouf. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je pense que ça a aidé que je quitte la maison en fait. Et qu'on se voit plus tout le temps et que du coup maintenant on se manque, on est content quand on se voit. Mais parfois c'est ça, hein. C'est comme genre, y a des gens avec qui tu sais que tu peux pas vivre, ou genre que si tu vis H24, genre, moi j'ai mes meilleures potes, je pense que je les bute si je vis avec elles, genre, une semaine de vacances c'est assez, tu vois, parce que sinon je sens que je vais les éclater. Donc je pense que c'est un peu ça aussi. Ouais, il y a de ça et j'ai complètement perdu le flot de pensée que j'avais dans la tête il y a une seconde. Le fait de pas pouvoir vivre avec des gens, c'était ça le... Ouais, de pas pouvoir vivre avec les gens. Et surtout, moi j'ai eu pendant très longtemps la phobie, genre c'était vraiment une anxiété pour moi de me dire qu'un jour je vivrais avec quelqu'un. Un homme. Okay. Parce que t'es bi ou lesbienne? Je suis bi, ouais.
Ok. Ma copine, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, c'est ma première copine et je suis sa première copine. On a découvert le fait de sortir avec. Oh my god, c'est possible parce que moi je me dis que je suis en retard parce que du coup je suis jamais sortie, genre jamais été en couple avec une meuf et je me dis mais elles ont toutes maintenant, comme la société évolue, elles le savent toutes dès très jeunes et elles font leurs expériences. Donc moi j'ai envie d'être la première copine d'une première copine, tu vois. Eh ben non, mais c'est carrément possible et moi j'ai fait mon coming out super tard, j'avais 23 ans. Ma BFF qui est bi aussi m'avait dit mais tu sais si t'as envie de tester parce que moi je disais toujours je vais coucher avec une fille pour pas mourir bête. Et en fait après je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qui m'empêche de faire plus que de coucher avec une fille en fait. Et j'étais vraiment tellement je m'étais tellement brain au fait que j'allais sortir avec un mec et me marier avec un mec, etc. Ce qui d'ailleurs me provoquait beaucoup d'anxiété parce que j'ai en plus de l'endo j'ai un trouble de la coagulation et ça fait que pour moi ça pourrait être très dangereux de tomber enceinte et de porter des enfants. Et du coup je pourrais sûrement jamais le faire. Et du coup je me disais mais imagine le mec il veut des enfants et je lui dis que je peux pas en porter et machin. Enfin, en fait il y a plein de trucs qui me stressaient, qui faisaient voilà. Mais pourtant je me disais bah oui mais enfin je dois sortir avec un mec, je vais me marier avec un mec et tout. Et depuis que je suis avec ma copine mais en fait toutes ces questions et ces anxiétés elles ont trouvé une réponse tellement apaisante. En me disant mais la vie ne doit pas ressembler à quelque chose que tu ne veux pas qu'elle ressemble en fait. Tu peux avoir le choix on a de la chance d'être dans un pays où on peut plus ou moins parce que ça dépend bien sûr du cas des personnes mais aimer qui on veut, être qui on veut et du coup bah ouais le fait de me foutre la paix ça m'a fait me rendre compte que bah, on peut être bien mieux. Et c'est vrai et en même temps à la fois c'est un challenge et en même temps c'est vrai que c'est ouf le moment où tu te dis en fait je peux réellement faire ce que je veux, genre ma vie elle peut être genre aussi bizarre ou normale ou enfin elle peut être exactement comme je veux. Genre c'est par exemple je pense à Virginie et Fira et Niels Schneider, tu sais qui ont un enfant et ils vivent pas ensemble. Ouais. Et en fait il n'y a pas de code de comment t'es censé. En fait t'as le droit de faire exactement comme t'as envie, tu vois. Si t'as envie de faire chambre à part avec ton mec ou ta meuf, t'as le droit, je sais pas. Mon père me disait quand j'étais ado et ça faisait pas trop sens. Pour moi, quand il me disait le secret du bonheur, c'est d'être where you belong. C'est d'avoir un sentiment d'être au bon endroit, que ce soit dans ton couple, dans tes amitiés, dans ton travail. Si tu subis, encore une fois, que ce soit ton entourage ou ton boulot ou quoi que ce soit, bah, en fait, c'est que t'es peut-être pas au bon endroit et c'est peut-être pas la fréquence vibratoire qu'il te faut pour être bien. Il avait dit le mot fréquence vibratoire ? Tu te doutes bien. Je me suis dit, putain, il est incroyablement trop stylé, ton daron. Et il m'avait juste dit qu'il faut être au bon endroit et sentir qu'on est à sa place. Et je pense que depuis que je sors avec ma copine, que j'ai commencé le tatou, que j'ai décidé que je m'en battais les couilles, que je fais 1m82, maintenant je porte des talons, j'en ai rien à foutre, je m'habille comme je veux, je me maquille comme je veux. Et ben j'ai trouvé tellement de sérénité et d'apaisement et ça m'a trop aidée en fait et maintenant je suis bien, genre je suis bien dans ma vie. Avant j'étais tout le temps en guerre avec moi-même, tu vois. Depuis que je me rends compte qu'en fait la personne à qui je dois plaire c'est moi et j'en ai rien à foutre des autres, je m'habille comme je veux et j'ai l'impression, tu sais quoi, que je plais vachement plus. Ma relation m'a aidée à m'accepter à beaucoup de niveaux mais pas que parce que j'avais eu la pression de partenaire masculin mais parce que je pense que je me la mettais beaucoup toute seule aussi. Je pense que c'est un truc un peu intériorisé qu'on se met et tout. Et c'est la même chose quand t'as dit que t'avais fait un atelier de langage doux ou je sais pas quoi. Mais moi, mon langage intérieur, mais il est tellement violent et méchant parfois, tu vois. Mais personne dans ma vie entière ne me parle comme ça. Mais moi, par contre, je le fais. Et donc, je pense que c'est tout ce truc-là où t'as envie d'être parfaite pour une raison X ou Y. Genre, on s'auto-fait énormément de mal. Mais après, il y a une bonne intention, tu vois. C'est pour être accepté, pour se sentir bien. Mais bon... D'apprendre à se parler avec douceur, c'est hyper important. C'est la discussion que j'avais avec mes meilleures amies hier. Et l'une d'elles disait qu'elle avait mis en place un espèce de petit exercice qui est hyper pas intuitif au début, mais que tous les matins, elle s'asseyait devant le miroir, elle posait une main sur son cœur et elle se parlait dans le miroir, en se parlant comme si elle parlait à elle de 5 ans ou à sa meilleure amie, ou en disant « Coucou mon cœur, aujourd'hui on est un peu fatigué, mais on va faire des choses comme ça ». Et en fait, le fait de ton dialogue interne, on se rend pas compte à quel point il est hyper important parce que du coup c'est la façon dont tu penses et comme la façon dont tu penses crée ta réalité. Si tu dis tout le temps mais je suis incapable, je suis comme ci, je suis comme ça, en fait tu vas juste
conscientiser et intérioriser que t'es comme ça. Alors que même si tu te bullshit en te disant putain mais je suis une bête de meuf, je suis trop belle, je suis machin, fake it till you make it, tu vois, et c'est quelque chose que j'apprends encore et c'est vraiment nouveau, ça date de 2026 ce travail sur moi, mais enfin de me parler mieux et je vois que ça fait une vraie diff en fait. Moi, alors, je sais pas si j'y arrive complètement. En tout cas, je suis à l'étape où je me rends compte et je suis en mode ou en mode putain, t'es vraiment. Genre, je rate un truc et je dis putain, mais t'es vraiment une merde. Et après, je suis en mode non, je suis fatiguée, je peux pas tout faire parfaitement, etc. Surtout quand t'as appris à faire d'une certaine façon et que tu t'es parlé d'une certaine façon pendant des années sans même t'en rendre compte, changer, c'est super dur. Moi, ce que j'essaye de faire beaucoup, c'est là, par exemple, genre hier, je fais une crise de panique et tout, etc. Et en gros, je m'auto-parle où je suis en mode, ok, j'ai besoin de pleurer. Et genre, je parle à ma tristesse, je suis en mode, j'entends que t'as besoin de pleurer, j'entends que t'as besoin. Alors là, on est dehors. Moi, j'ai besoin de travailler un petit peu, mais je me parle à moi. Je dis, je te promets qu'ensuite, on rentre à la maison, on se donne un temps où on peut pleurer tranquille. Et donc, je rentre chez moi et je sens qu'il y a une partie de moi qui a envie de lutter parce que c'est tellement désagréable de ressentir genre la douleur et l'angoisse, etc. quand ça monte, genre t'as envie de on pense à autre chose, vite. Et donc ouais, vraiment se distraire. Voilà. Et de pain comme ça quoi. Voilà, exactement. Et sauf que moi je sens que là il faut vraiment que ça sorte, tu vois. Et donc je me caresse le bras et je me dis ok, je suis en sécurité, on va pleurer tranquillement, en sécurité. Et donc je me dis voilà, t'as 30 minutes, tu peux tout lâcher, tout va bien. C'est ok, et donc je me mets dans mon lit et genre je m'auto-câline et je me laisse pleurer et après en fait c'est passé, tu vois. Ouais, tu te sens tellement mieux parce que tu luttes plus contre les émotions qui sont là, tu dis juste ok, on va les embrace et je pense que c'est hyper smart de se dire bon bah voilà, je te laisse l'espace et le temps d'eux, mais après bon, on va pas s'apitoyer sur notre sort et on a quand même des trucs à faire. Mais tu vois, le fait d'être beaucoup plus douce avec toi, je pense que ça a permis à la vague d'intensité de passer beaucoup plus rapidement. Je pense que en fait le problème c'est qu'à chaque fois je suis quand même je lutte toujours, mais je finis toujours par accepter que bon, ok, genre c'est comme s'il y a une émotion qui toque à la porte, je fais genre que je l'ai pas entendue pendant 2-3 heures, et après je suis en mode bon, j'en ai marre, allez vas-y on te laisse passer. Et c'est comme genre j'avais vu quelqu'un dire sur genre TikTok, je sais pas quoi, genre tout est une expérience. Et là j'étais en mode on va faire l'expérience de cette émotion, voilà. On a 30 minutes pour faire ça, tout va bien, c'est ok, ça arrive. Et je crois que ça fait grave du bien de se parler comme ça et de réussir à trouver un peu plus de douceur. Ça va ? Ouais, on est en train de faire une petite conversation. C'est vrai ? C'est vrai ? Tu sais qui je suis ? En me disant, mais attends ma fille, il faut absolument que tu tatoues Rima. Et je lui dis, mais girl, j'ai déjà rendez-vous avec elle. Mais non. On est fan de toi. Oh my god. Tu t'appelles comment ? Camille. Ok, enchantée Camille. Moi aussi grosse misandre, hein, ouais, vraiment. Pire. Non. Pire que moi ? Mais t'imagines même pas. C'est pas possible. La mission quotidienne est de faire souffrir les hommes. Oh my god, I want to be like you. C'est vrai, bah moi c'est ça le problème, c'est que... Alors, moi c'est ça le problème, c'est que j'ai envie de les faire souffrir et qu'en même temps, j'ai trop besoin de leur validation. Ouais, mais au bout d'un moment, juste c'est un switch. Mais franchement, moi j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être misandre et genre je le suis. Mais genre ne jamais céder à la validation masculine. Alors, en plus de Philou qui est en train de me tatouer, j'ai décidé de t'appeler Philou aussi, du coup, j'ai le droit. On a Camille qui nous a rejoint. Cam pour les intimes, à ce que j'ai pu comprendre. T'as un mot. Alors attends, j'ai posé la question à Phil tout à l'heure, je lui ai dit qu'est-ce qui te rend le plus en colère aujourd'hui, en ce moment ? Et elle n'a pas su me dire, elle m'a dit ça va. Moi, c'est les hommes, de manière générale. Les hommes à la salle. Un homme à la salle qui est venu me voir genre pendant que je faisais ma muscu, qui me dit on tourne. En gros, je me lève pour le regarder faire son truc et attendre qu'il ait fini pour reprendre. Je déteste faire ça, je lui dis non, il m'a dit c'était pas une question. Mais suce mon gros cul, mais c'est un malade. J'ai remis mon écouteur, j'ai ignoré. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait pas me porter, me soulever de la machine. Trou du cul, genre vraiment. Elle date de quand cette misandrie ? Je pense de longtemps, hein. Très longtemps. Je sais plus ce qui s'est passé. Je pense que j'ai vu trop de mes potes se faire, mais Ça vient d'un truc de relation amoureuse. pas moi, j'ai jamais été amoureuse d'un homme. Mais non, j'aimerais tellement être à ta place. Moi, je sors d'un goumin, c'est horrible, je m'en remets pas. Quelle horreur. Oui, bah oui, t'as vu du coup. Ah bah oui, je peux rien ajouter, tu connais déjà ma vie. Oui, non mais il mérite pas. Ah mais non. Évidemment. Non mais moi j'ai jamais eu genre de peine de cœur, genre j'ai eu de la colère, de l'irrespect des hommes.
Ça veut dire que tu connais ta valeur et que tu sais t'imposer. Tu vas vivre heureuse. Hein. Et même, je me survalue moi-même. Enfin, of course. Mais tu te survalues, on passe notre temps à nous sous-évaluer. Donc si tu te survalues, en réalité, tu te values juste. Et du coup, t'as jamais été amoureuse. Non, j'ai un peu parfois, genre, tu sais, eu ce truc d'obsession. Mais c'était pas de l'amour, évidemment, puisque je savais au fond de ma tête que c'était une obsession pour un loser. Un loser, mais juste qui a arrêté de me donner l'heure alors qu'il me donnait l'heure. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui mettre la misère, évidemment. Et t'as fait quoi ? Et donc, juste t'ignores. Ils reviennent parce que c'est tous des clébards qui reviennent à leur maître au bout d'un moment. Et puis là, juste, je sais pas. On dirait ma sœur. Oh, je me sens partir, c'est là. Pardon. Ah là 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 là. Mais moi, j'aspire à être comme ça. Non, mais c'est ce que t'as dit, en fait. En plus, c'est ça le souci, c'est qu'on les centre trop dans notre vie, tu vois. Et moi, j'en suis la première coupable, genre. Et t'es hétéro. À mon grand dame, genre vraiment. C'est pas un choix. La sexualité n'est absolument pas un choix. Ah bah oui. Mais je pense que je vais devenir domina. Tu peux te faire de la thune et lancer une carrière. Hein. Je reçois plein de messages de gros soumis qui me disent vas-y, soumets-moi. Et je suis à 2 doigts de le faire, tu vois. Bah, moi, j'ai eu un soumis là qui. Bah, en fait, là. Attends. Ok, j'avais fait un live TikTok. Il répond, etc. Et il me dit j'ai envie de t'envoyer de l'argent. Et je suis en mode mais MDR, pourquoi, enfin d'où ? Et du coup là, je donne, il y avait mon adresse email dans mon profil. Et je suis en mode bah c'est connecté à mon compte PayPal, donc voilà, why not ? Et il m'envoie de la thune, mais il m'envoie genre 20 balles. Et du coup je lui dis bah envoie-moi plus. Et du coup il m'envoie plus. Et après mes potes me croient pas, donc je dis il y a un soir, je suis en soirée, et je lui dis envoie de la thune. Et il me dit oui et tout, etc. Et il me dit que lui, ça le fait bander, tu vois, qu'il aime genre juste m'envoyer de l'argent, etc. Et sauf qu'après, je me suis sentie trop mal et je lui ai tout renvoyé. Non, mais ça va pas, jamais de la vie. Ouais, mais en fait, j'avais peur d'être... Ma pire peur, c'était... Au début, je me dis, bon, c'est vrai que le mec, c'est un pauvre gars, il a 24 ans. Et j'étais en mode... ça me fait de la peine, en fait. Et puis, j'ai même pas besoin de tes 50 balles, etc. Enfin, j'en ai besoin, mais... Je sais pas, ça m'a stressée. Et puis après, je me dis, on va m'exposer sur les réseaux et je vais finir cancel. Ah ouais, mais non, mais lui... Non, parce qu'en réalité... Imagine, il se branle sur tes vidéos et tout, genre, les mecs, c'est des pervers, hein. Tu méritais cette thune, t'aurais dû la garder. Bah, ça m'aurait aidé à payer le tatouage, là, tu vois, mais... Bah oui, forcément. Ouais. Mais deviens dominatrix. Toi, tu t'es déjà dit que t'avais envie de faire du mal aux hommes. Mais non, parce que toi, t'es une bonne âme. Bah, ouais, mais c'est presque boring, parfois. Mais tu vois, pour rebondir un peu tout à l'heure sur ce que tu disais, sur le fait que les mecs que tu croises, c'était mainly des losers. Moi, je pense que beaucoup de mecs à qui j'ai donné l'heure, c'est parce que j'imaginais un potentiel, tu vois. En fait, le vrai mec... C'est jamais... C'est le mec que je me faisais dans ma tête en me disant « Mais tu pourrais être tellement bien, mais fonce !» Moi, là, je suis engouement d'un mec qui n'existe pas. C'est que qui... Si seulement t'avais bien voulu être, qui t'aurais pu être, tu vois. Là, mais ils sont jamais... Ils reachent jamais le potential, genre... ils sont, mais décevants sur tous les plans. C'est vrai qu'ils sont décevants. Bah, en fait, moi, quand je compare... Alors, j'adore mes parents, etc. Mais je suis en mode, ma mère, vas-y, il y a des trucs que j'aurais eu la flemme de tolérer ça, en fait. Genre, je trouve mon père, il est relou sur plein de sujets. Je suis en mode, girl, ils sont ensemble et ils fous amoureux. Mais, toi, ils sont divorcés. Mais mon père a été une énorme merde. C'était mon meilleur pote. Il était gentil et ma mère m'avait dit ouais, je l'ai choisi parce qu'il est gentil, parce que ma mère c'était une tombeuse à l'époque, une bombe. Et elle a choisi mon père parce qu'il était gentil et qu'il était vraiment genre innocent quoi. Et en fait il l'a trompé. Il l'a trompé avec sa collègue. Enfin, tu sais, il l'a même pas quitté ma mère, genre, il l'attendait et puis il s'est barré de la maison, genre, juste après le Covid, comme un lâche, il était prêt à abandonner toute sa famille. Et pendant le Covid, il avait sa petite relation épistolaire, on était tous dans la même maison. Alors, pardonne-moi, hein, mais c'est un peu un enculé, là, sur ce qu'il a fait. C'est un enculé, et le pire, c'est que vraiment, il était persuadé de vivre, tu sais, genre, de vivre sa vie en mode... non mais je suis amoureux en fait, genre il justifiait ça par l'amour. Et moi il me dit tout le temps mais tu peux pas détester les hommes, tu connaîtras jamais l'amour. Je dis mais je préfère ça que de vivre ce que t'as fait vivre à maman genre. Ouais. Et puis en plus ça c'est pour le coup c'est une vraie stat que les mariages font allonger l'espérance de vie des hommes, leur bien-être, mais ça a réduit le bonheur, l'espérance de vie et le bien-être des femmes. Si le mariage ça bénéficiait aux femmes, ça nous aurait déjà été enlevé.
Et là, en fait, ça fait des années, des décennies qu'on n'a plus besoin de se marier pour vivre. Et du coup, ils nous vendent cette romance qui n'existe pas non plus. Genre, le grand amour, les hommes n'ont pas le grand amour. Les hommes, c'est des cassos qui veulent juste profiter et utiliser les femmes. Mais moi, le problème, c'est que j'ai regardé trop de Disney et j'ai de trucs à l'eau de rose. Moi, mes parents, ils m'ont élevée au Miyazaki. C'est peut-être pour ça que je suis... Ah, mais je pense que c'est pour ça, parce que moi, j'ai regardé Cendrillon et Pocahontas, quoi. Enfin, et toi J'allais dire que je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de meufs qui romantisent et qui fantasment sur les romances gays, comme Heat Rivalry par exemple, parce que c'est voir des hommes être vulnérables, ressentir des émotions, réfléchir, yawn pour quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, il y a vraiment des choses qu'on voit pas forcément chez les mecs hétéros et du coup On voit pas du tout, hein. Et du coup, ouais, de se dire, bah, en fait, on fantasme sur un idéal d'homme hétéro et masculin, mais en même temps connected, in touch with his emotion. Ouais, mais c'est fou parce que c'est vrai, hein. C'est des réalités qu'on va, genre, idéaliser, mais qui sont pas là parce qu'ils ont pas été éduqués pour ça. Ils ont pas été éduqués avec l'objectif de romance. Ouais, voilà. Exactement. Et eux, ils ont pas besoin de ils ont pas besoin de ça. Ils veulent juste une femme qui peuvent baiser, qui fera le ménage, qui fera à manger et qui sera un trophée dans la société. Et c'est fou parce que quand ils ont ça, ils sont pas contents. Genre quand ils ont une femme qui leur dit je t'aime, il faut que j'aille coucher avec quelqu'un d'autre là, ça me prend. Je les déteste tous. Mais c'est dingue en fait même de me dire que tous les mecs que je fréquente, genre ils tombent amoureux genre en 2 secondes parce que je les déteste. Ouais. Finalement, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste genre de la volonté de posséder C'est ça, et c'est un challenge en fait. C'est un challenge inatteignable, mais quand même un petit peu, mais en fait non. Et en fait, c'est ça qui les motive, qui les anime. C'est d'être un gagnant, un winner. Mais du coup, genre, tu leur réponds et ensuite t'arrêtes de leur répondre, tu les insultes, qu'est-ce qui se passe? Je couche avec, je leur donne le minimum, quoi, tu vois. Et puis après, je leur dis, tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît. Bah en même temps, mood flemme d'avoir quelqu'un qui dort avec toi, genre. T'es tellement une déesse, mais je suis... Plus de cam, Bah ouais. Tu devrais avoir un podcast, quand même. Bah franchement, je pense que tu réveillerais la colère féminine déjà très présente et je pense que c'est essentiel. Hein. Parce qu'on se contente et en fait c'est juste pour nous mettre mal, tu vois. Je pense que la sortie c'est soit d'être célibataire, soit d'être dans un couple lesbien. Bah honnêtement, de vrai. Après, par contre, j'ai vu que parfois il y avait des couples lesbiens qui étaient aussi toxiques, voire pire. C'est des énergies au-delà du genre. C'est si tu as une énergie qui est particulièrement patriarcale, on va dire, bah, que tu sois une meuf ou que tu sois un mec, tu vas reproduire les mêmes schémas. Comme Emma Paris et la pyramide. Ouais, typiquement. Pyramide maudite. Ouais. Ça vient des hommes encore, hein. Ces hommes qui sont d'ailleurs dérangés quand ils voient 2 meufs hyper féminines sortir ensemble parce qu'ils sont en mode mais qui fait l'homme ? Bah ouais. Mais on n'en a pas besoin en fait. Non mais c'est parce que ça les dérange que vous sortez de leur grasp, tu vois. On est très girly toutes les deux, très féminines, on met des robes, on met des talons, on met du make-up et tout. Et du coup vraiment t'as des hommes qui nous ont déjà dit mais ça me dérange votre couple parce qu'il n'y a pas d'hommes. Mais c'est tout le concept. Mais t'es qui en fait ? Mais pourquoi même ? C'est des gens dans la rue, ils viennent te... Ouais, en soirée, ou tu sais, ouais, et qui te donnent leur opinion et t'es en mode, mais qui es-tu, genre ? Un dernier mot pour la fin ou pas ? Parce que là, ça doit faire 8 heures que le podcast tourne. Ah, girl, il va falloir penser à d'autres idées dans la scène, je crois, parce que je veux trop que tu reviennes. Ouais, j'avoue. Bah, on va revenir. Et attends, comment on retrouve ton studio et tout, s'il y a des gens qui ont envie de venir se faire tatouer ici ? Mais grave, alors sur les réseaux, je m'appelle Feeling Myself, je suis présente sur Insta et sur TikTok, Phil PA Tinder, Phil c'est PHIL Inc Myself, et sinon vous pouvez me retrouver au studio Inks Garden, 7 rue de Tracy dans le 2e arrondissement à Paris. Ok, bah slay. Ciao, bye bye. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.